Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, bon matin. On s'en va en milieu de travail aujourd'hui. C'est vraiment le début d'un article qui m'a interpellée. Et c'était dans la Presse Plus d'hier. Et ça s'intitulait dans la section Leadership. C'est la presse qui présente des anecdotes, des réflexions pour les entrepreneurs, gestionnaires, leaders. Et là, ça s'intitule « Quand l'adversité permet de se dépasser ». Pourquoi les conflits au travail sont-ils bénéfiques? On dit que les conflits sont souvent vus comme un élément négatif qui nuit à la productivité, à la confiance, à l'engagement, mais ça serait finalement différent. Ça aiderait des équipes à se surpasser quand il y a des conflits. Moi, j'ai un petit doute. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu demander aux auditeurs de se prononcer sur la question. Ouf! Avez-vous déjà vécu des conflits en milieu de travail? Est-ce que ça vous a fait vous surpasser? Est-ce que ça vous a fait quitter l'emploi également? Fait qu'on veut savoir comment vous réagissez. Puis ça doit être comme dans la vie, hein, Doc, selon certaines situations. Il y en a qui se lèvent, il y en a qui s'écrasent. Puis il y en a qui endurent, puis se ferment la boîte. Écoute, si on prend comme exemple le conflit de Jody et Jane, ce matin, il y avait une caricature de Tarzan et Jane. Ah. C'est bon. Jane Little et Jody Raybould. En tout cas, elles se sont embarquées dans un conflit en tant que ministre au fédéral avec Justin Trudeau. Et je suis pas sûr que ça a fini dans leur intérêt. Hey, José, je peux-tu te faire une confidence? Allez-y. Radio-Canada, CBC est en train de devenir dingue. Hier soir, 2 animatrices ont interviewé chacune 3 femmes. Donc, pour un total de 8 femmes, dans l'espace d'1 heure et demie à CBC. Ça capote au village anglais. Je te le dis. Mais c'est quoi Qu'est-ce qu'on surprend qu'il n'y avait pas d'hommes interviewés? Non. C'est n'importe quoi. Ils ont invité CBC. CBC, là, comme Radio-Canada, oui. C'est principalement femmes. Et puis là, Justin Trudeau s'est débarrassé de 3 femmes. Tu sais, il a commencé avec Chavanaise. Il aurait crié un peu au téléphone, puis ça l'a fait fuir. Puis ensuite, il a remercié de leur loyaux service Raybould et Little Philpott. Mais ce qui vous c'est quoi qui vous interpelle là-dedans? C'est que... Ah non, mais ça hurle local. On n'a pas l'équivalent ici au Québec concernant ce conflit-là. Alors, c'est un exemple de conflit qui est loin d'être bénéfique. Au niveau sexisme, c'est à ce niveau-là, vous pensez? Tout y a passé. Écoute, si ça avait été des hommes, est-ce qu'ils l'auraient congédié, des choses comme ça? Tout y passe, y compris le manque de féminisme de Justin Trudeau. Alors, c'est sur toute la ligne. Cependant, se pourrait-il que le conflit Raybould, Philpott, Chavanaise avec Justin Trudeau lui soit bénéfique et lui permette de se faire réélire l'automne prochain? Hypothèse Mayou, oui. Il vient de démontrer qu'il avait un tantinet, un semblant, un 8 bits de colonne vertébrale, qu'il peut, à l'occasion, se tenir debout et pas toujours être à l'horizontale et qu'on puisse marcher sur lui. Et les femmes, elles, est-ce que c'est un conflit qui peut être bénéfique pour elles? Je sais pas. Non. Raybould, là... Ça dépend. Ils vont peut-être se retrouver un poste... Écoute, qu'est-ce que tu fais? Rapidement, qu'est-ce que tu fais si Raybould t'appelle? Réponse? Non, moi, c'est parce que personne... Tu l'enregistres? Non. Sérieux? Mais moi, dans tout ce conflit-là, ça fait, je pense que c'est la première fois que je dis que Justin Trudeau vient de faire un bon coup, là. Fait que on n'en avait pas parlé, chers auditeurs, avant. Ah oui? Oui. On en a parlé ensemble hier matin au téléphone. Oui, mais peu. Je disais, c'est le premier geste masculin qu'il fait, je trouve. Puis là, vous avez dit, non, c'est pas masculin, c'est du leadership. Oui. C'est-à-dire,
un peu de stature. Moi, je voyais un peu de testostérone que je n'avais pas vu depuis un petit bout, là. Fait que c'est à ce niveau-là. Mais en tout cas, notre sujet d'aujourd'hui. Ne confondons pas l'effet de la testostérone, parce qu'il y a beaucoup d'hommes avec beaucoup de testostérone qui sont très virils, qui n'ont aucune force intérieure, aucune colonne vertébrale. Donc, c'est pas ce n'est Moi, pas j'associais ça à ça. Quand on dit il y a de la testostérone, il y a un torque, là. Non. Lise Wattier n'a pas de testostérone. C'est une femme qui est extrêmement féminine et elle a un torque que pas beaucoup d'hommes ont au Québec. Mais il paraît qu'il y a des femmes qui en ont plus que d'autres, de la testostérone. Non. Je vais refaire mes lectures. Non, la testostérone féminine est sécrétée par les surrénales, qui sont de toutes petites glandes au-dessus des reins. Et elles n'ont pas de testicules. Fait qu'on va parler de stamina plus que... Bon, de force intérieure, c'est une force de personnalité. Et ça, Réboult, je pense pas qu'elle ait de la testostérone, mais convenons qu'elle a une force de personnalité. Elle est venue près de renverser Justin Trudeau. Et elle a fait très mal à son parti politique. C'est un peu comme Jean Rochon. Il y a des individus qui peuvent faire très mal à leur parti. Oui. Alors, conflit bénéfique, ça peut, et on le verra à l'automne, on s'en parlera l'automne prochain, et ça pourrait qu'un conflit... définition d'un conflit? Il y en a 7 types de conflits. Oh! Est-ce que tu veux la définition d'abord? Oui. Ben oui, allez-y. Définition, un conflit, c'est une opposition sérieuse qui va de vive à violente. Exemple, le conflit à l'abbaye entre le syndicat et les propriétaires à l'abbaye à Trois-Rivières, une usine d'aluminium. Alors, il y a un conflit patron-employeur et on peut pas dire qu'il y a de la violence physique, mais c'est violent comme opposition. Il y a une opposition très vive et violente. Alors, c'est un exemple de conflit. Alors, ne confondons pas conflit et tension. Ne confondons pas conflit et incompatibilité. Moi, on va les rentrer aujourd'hui dans l'émission, par contre. Oui. Oui, Parce on que se donne des mots, là. l'incompatibilité amène le conflit. Peut. La tension peut amener un conflit. Définitivement. Puis c'est dans ce que je recherchais, parce que je suis allée voir dans les sites là où on parle de management, de ressources humaines, puis tout ça. Et on dit, tu sais, dans les conflits là, il y a le conflit d'objectifs. Tu sais, quand tu n'as pas le même objectif, tu parles de méthode de travail. Ah, tu veux dire les raisons pour lesquelles on est en conflit. Ben oui, il y a toute une série Après de... ça, il y a les objectifs. Intérêts qui sont différents. Oui. Il y a les besoins, les valeurs, la perception des faits, la perception d'opinion. Fait que tout ça, c'est en management, là, ce qui amène le plus de conflits. Puis, tu sais, ça peut être... T'as oublié le contrôle. Ben oui. Combien de conflits originent simplement d'un désir de contrôler? C'est moi qui ai le boss. Ça peut. Il n'y a pas de raison. Ça peut. C'est moi qui ai le boss. Tu vas obéir parce que c'est moi qui ai le boss. Exact. Tu vas faire ce que je te dis parce que c'est moi qui ai le boss. Ça fait partie des conflits structurels qui sont liés à la hiérarchie et au rôle de chacun. Oui, conflits structurels. Ça peut être des conflits à cause du salaire, des bonus, de l'espace de travail. Ben oui, toutes les raisons. Tu sais, tout est dans les détails, là. Oui. Tu sais, moi, je donnais l'exemple ce matin, là. Admettons, là, toi, ça fait 10 ans que t'es là, t'atteins tes objectifs, puis là, maintenant, il y en a un nouveau qui arrive, et tu vois le contrat qui traîne, il gagne 25 de plus que toi. Ça peut amener des conflits. Oui. Il y a des gens, c'est niaiseux, là. L'espace de travail. Il y en a un qui est pogné dans un petit coin. Là, il y a quelqu'un d'autre qui travaille moins fort, les belles fenêtres, les belles plantes dans le bureau. C'est des détails, là. Oui. Mais ça... Bon. Oui. Il y en a un que j'ai vu ne pas aimer un conflit important en milieu de travail, soit entre deux collègues ou entre un employé et un supérieur hiérarchique. Il n'aime pas la face. Tout simplement. Tout simplement. Elle ne lui aime pas la face. Il ne lui aime pas la face. Ensuite, le sexe est toujours proche. Convoitise sexuelle interdite, non avouée, réprimée.
Ah, ça peut genre... amener des conflits, ça. OK, je comprends. Un peu plus souvent qu'on ne le croit. Tu sais, il y a des supérieurs qui convoitent une femme, puis la femme veut rien savoir. Oh! Ça se pourrait qu'il y ait un conflit en dedans de quelques semaines, voire quelques mois tout au plus. Pas quelques années. Jalousie féminine aussi. Envie. Il y en a des possibilités. Jalousie masculine, envie. Le boss est lettre. Il y a une femme qui est très jolie. Et il y a un de ses collègues qui s'est amouraché d'elle. Et ils ont un petit peu d'intimité. Puis quand je dis un petit peu, c'est pas peut-être plus que ça. L'autre qui voit ça devient littéralement envahi. Mentalement. Et moi, je me demande si ça existe encore, l'harcèlement. À un moment donné, il y en était question beaucoup dans les médias, le harcèlement en milieu de travail. Puis je me demande si c'est parce qu'on en parle moins qu'il n'y en a plus, ou bien c'est parce qu'on a changé de sujet dans l'actualité. Il y en a encore autant? Ou on a changé, on s'est raffiné. Tu sais, regarde, ce qu'il y a d'habituel avec les interdits, puis les tolérances zéro, c'est que les mêmes problèmes demeurent, mais se déguisent, s'enjolivent, se masquent, se camouflent. Alors, on va aller à la pause. Et on veut savoir de votre côté, qu'est-ce que vous avez vécu comme conflit au travail? C'est-tu des niaiseries? L'accumulation de niaiseries? C'est-tu des conflits importants? Ouais. Tu sais, tantôt, on disait « j'aime pas la face », là. Ben, il y en a, là, puis c'est parce que c'est une femme, ils veulent pas travailler, là. Parce que c'est une femme, la bosse. Fait que ça serait n'importe quoi. Je sais pas à qui je fais référence. En tout cas, tu sais, en partant, ça part mal, là. Tu sais. Mais vous, est-ce que vous avez vécu déjà des incompatibilités? Moi, c'est déjà arrivé, Doc, que dans la vie de tous les jours, une personne, je sortirais prendre un verre avec sans problème. Au travail, incompatibilité. Incompatibilité totale. Assez que j'ai changé là, pour pas travailler avec cette personne-là. José, dans les raisons sous-jacentes au conflit, il y en a une dont on parle très peu, c'est l'autorité abusive. J'ai agi comme psychiatre expert dans des dossiers d'employés qui avaient été harcelés par un supérieur, par quelqu'un qui abusait de son autorité. Il y en a peut-être plus qu'on le pense. Y a-tu l'inverse aussi? Exemple que t'es pas bon dans ta job. Fait qu'au lieu de dire je suis pas bon, tu mets ça à la faute sur tout le monde. Fait que tu crées le conflit. Oui. Parce que finalement, à bout de ligne, c'est toi qui n'es pas à ta place. Mais ça prend une introspection, là, j'imagine, pour faire ça. Oui, tout ça existe. Alors, comme vous pouvez voir, chers auditeurs, il y a moult raisons, de multiples raisons, qui peuvent dégénérer en conflit, c'est-à-dire en vive ou en violente opposition. Alors, on veut savoir ce que vous avez vécu en milieu de travail. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que vous avez déjà vécu des conflits en milieu de travail? Et moi, ce qui m'intéresse, c'était quoi ça a parti comment? C'était quoi la source du conflit? Avez-vous une responsabilité là-dedans ou au contraire, vous êtes comme fait arnaquer, là? Tu sais, il peut y avoir toutes sortes de raisons. On parlait de compétitivité tantôt par texto 25226. On a quelqu'un qui nous a écrit « La compétitivité entre les travailleurs et travailleuses, ça peut être bénéfique pour le patron à court terme, mais ça peut freiner le travail d'équipe et mener à des absences au travail. » Ça peut. C'est intéressant. Oui, ça peut. Il y en a qui font ça diviser pour régner, hein, aussi. Oui. Oui, tout ça existe. Alors, il y a des états de tension qui existent entre des êtres humains qui vont demeurer à peu près au même niveau, qui ne croîtront pas, qui n'augmenteront pas. Par contre, il y a des tensions qui augmentent et là, ça devient une opposition ou un désaccord important qui peut mener à des propos violents ou à des gestes de violence. Alors, tout ça existe. Ouais. C'est bien connu dans les relations. Ouais. On va aller à Montréal, Doc. On va commencer par Hélène. Bonjour.
Oui, bonjour. Hélène. Oui. Racontez-nous. Bon, d'abord, félicitations pour votre émission. J'aime beaucoup la suivre. C'est très instructif et j'apprends beaucoup. Merci beaucoup de Attendez un peu, votre... vous là, au bénéfice des auditeurs. Beaucoup. Au bénéfice des auditeurs, on n'est pas diffusé sur Montréal. C'est la seule... ben moi, je vous suis sur Internet. C'est bon, ça. Ah oui. Moi, je vous appelle parce que j'ai vécu un conflit majeur avec mon ordre professionnel il y a quand même 2-3 ans. Puis à la suite on a suivi quand même vos conflits personnels et professionnels avec vos ordres. On ne peut pas penser qu'un ordre professionnel peut faire ça. Mais je l'ai vécu vraiment de façon, que je m'y attendais pas. Bon, ça a commencé par des exigences. On a commencé à refuser une formation que je donne quand même. Je donne des formations professionnelles dans un cadre d'un métier qui s'appelle la médiation familiale, quand même depuis longtemps. En 1996, on en a un printemps ou à l'été, une intérimaire de mon ordre professionnel m'a appelé pour me dire que la formation n'était pas conforme. Alors qu'elle était conforme, elle avait été adhérée par le comité, a été donnée puis dispensée quand même depuis 2-3 ans que je la donnais la même. Là, on a commencé par me dire que c'était pas correct, que c'était pas conforme. Fait que là, je lui ai demandé en vertu de quoi, puis on m'avait dit que c'était en vertu de la loi. Fait que je lui ai demandé quelle loi. Je pensais qu'elle avait sorti une nouvelle loi que j'étais peut-être pas au courant en tant que telle. Mais non, c'était vraiment la même loi que je suis habituée sur la médiation familiale, sur le contenu, les heures et tout ça. Mais là, la personne prétendait que ça devait être, je donne un exemple, un cours sur les gardes d'enfants, par exemple. Je pense que vous connaissez assez bien le sujet, M. Mailloux. Ça a souvent été des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychiatres qui font des évaluations de garde d'enfants au tribunal. Oui. Et c'est un travailleur social qui donnait la formation sur la garde d'enfants dans le contexte de médiation et non pas d'expertise, on s'entend. Et ça disait que non, c'était plus ça. Ça devait être un avocat en tant que tel. Fait que là, je n'étais pas d'accord avec ça. Attendez un peu, Hélène. Votre ordre professionnel, c'est l'ordre des psychologues ou des travailleurs sociaux? Des travailleurs sociaux. OK, des travailleurs sociaux. Oui, OK, allons-y. Oui. Donc, il disait que ça devait être nécessairement un avocat qui donnait ça. J'ai dit en vertu de quoi? Ils ont fait des expertises psychosociales nous-mêmes, puis c'est quand même un cours de base en médiation et non pas en expertise, comme je dis. Puis d'ailleurs, il y a des travailleurs sociaux qui donnent ces cours-là en expertise. Fait que là, elle a dit non, c'était ça. Ensuite, sur la pension alimentaire, qui est quand même un logiciel avec quelques données, mais je fais quand même de la médiation de 1990. Là. Je suis pas une nouvelle qui commence, donc toutes les formations sont suivies et je les donne depuis plusieurs années. Donc, ça a toujours empiré jusqu'à faire reprendre les travailleurs sociaux parce que je donne surtout principalement les formations aux travailleurs sociaux, mais j'avais quand même 2 ordres professionnels différents dans la formation et eux, cette formation-là était correcte, là. Oui, il y avait des psychologues. Mais pas pour l'ordre des travailleurs sociaux. Il y avait sûrement des psychologues dans votre ordre. Avocats, puis psychoéducatrices. Oui. Puis eux, c'était correct, là. J'ai été approuvée, cette formation-là, était entérinée et tout, là. Et ils ont exigé quand même 2 jours de formation, de reprise de formation, ce que j'étais pas d'accord, ce que j'ai dû offrir quand même, mais j'ai contesté. Donc, j'ai demandé à rencontrer le comité, j'ai demandé à parler à mon directeur, j'ai demandé à plusieurs reprises de les contacter pour les rencontrer, pour m'expliquer, puis ils n'ont jamais voulu. La seule chose que j'ai reçue, c'est un avis de syndic pour une inspection. C'est ce que j'ai reçu. Et ça a été très mal. Il n'y a rien qui a été retenu, là. Mais je pensais que c'était une plainte professionnelle que j'avais reçue par la tête. Puis non, c'était vraiment la suite de demandes répétées de rencontres que j'ai compris tout de suite que c'était mon propre professionnel qui avait porté plainte contre moi, là. Aïe, oui, je m'attendais vraiment pas à ça. Vous êtes rendu à quel âge, Hélène? Je suis rendue assez vieille pour pouvoir parler publiquement quasiment, là. Sinon, je fermerais ma gueule comme tout le monde a fait c'est rien que pour ça. Vous avez très bien compris le sens, vous avez très bien compris le sens de ma question. C'est que face aux autres professionnels, si on n'a pas un certain âge, c'est suicidaire sur le plan professionnel que de prendre la parole en public. Ça l'est. Mais c'est quoi? C'est du totalitarisme? C'est l'arbitraire. Écoutez, j'ai envoyé les documents. J'ai demandé même au barreau de statuer là-dessus. Parce que c'est bien beau de dire que c'est la loi qui me dit ça. Il faut encore que ce soit vraiment un test. Et ça ne l'est pas. Ce qui est important, c'est les heures données dans les champs spécifiques. Mais ils n'ont jamais dit que ça prend un TS ou ça prend un ci, c'est ça. Là. Attendez un peu. Traditionnellement, à un moment donné, il y a 30 ans,
c'était davantage de travailleuses sociales et de travailleurs sociaux qui effectuaient les expertises psychosociales à la demande du tribunal, principalement le tribunal de la jeunesse. Exact, j'ai connu cette époque-là. Ensuite, ça a été plutôt des psychologues. Oui. Et, oui, mais là, encore là, comme je vous dis, Doc, c'était quand même pas sur un cours sur l'expertise psychosociale. C'est juste par rapport à aborder le terme de la garde des enfants dans un cours de formation en médiation familiale. Vous allez comprendre qu'on va pas dans un sujet pointu, là. Oui, on est dans un sujet drôlement délicat. C'est vrai, c'est vrai. Eh boy. Ouais, mais on va devoir malheureusement se quitter là-dessus, Hélène. OK. Merci pour la démonstration. Merci beaucoup. La présentation d'une Oui. problématique qui est là, puis qui est mue par, vois-tu, des forces obscures. Hélène a jamais compris qui était à la base de cette histoire-là et pourquoi. Là, si c'était venu, pression peut-être de l'ordre des psychologues pour s'emparer du champ d'expertise psychosociale, peut-être les avocats. Il y a eu des tractations obscures, nébuleuses. Mais tu sais, des fois, c'est juste de la magouille, là. Des fois, c'est juste, tu tenses cette formation-là parce que ta chum en a une autre à donner, puis tu vas la placer. Des fois, bon, je me fais mes films dans ma tête. Oui, il y a plusieurs scénarios. Il y en a de la magouille comme ça, là. Et souvent, dans beaucoup de conflits, puis c'est l'exemple de BI, c'est incroyable comment, après 15 mois de conflit, d'un conflit employeur-employé à l'ABI de Bécancour, qui est en face de Trois-Rivières, le fond du litige, les principales raisons du conflit, de cette opposition vive entre deux factions, c'est pas clair. Donc, on va s'arrêter, on va aller à la pause. Oui. Alors, quel genre de conflit avez-vous eu à faire face? Et comment vous l'expliquez? J'ai déjà beaucoup d'histoires par texto très intéressantes, mais idéalement, on a une émission de ligne ouverte. C'est bien plus fun de vous parler. Oui. Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça vient d'où les conflits au travail que vous avez eu à gérer, à endurer ou démissionner? Et ça serait très... On a vraiment beaucoup d'histoires là, par texto. On peut juste faire l'émission aujourd'hui avec ça. Mais moi, je veux vous parler. C'est intéressant de vous parler. C'est intéressant d'aller au fond des choses. C'est venir chercher quoi en vous, ces conflits? Est-ce que ça vous a rendu meilleur, plus prudent, plus de job? Qu'est-ce qui est arrivé avec ce conflit-là, puis d'où ça vient? Alors, de maintenant, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Femme, 46 ans. Oui. J'ai quitté un emploi de professeur dans un cégep après 7 ans parce qu'il y avait des conflits continuels entre 2 cliques dans le département, composés majoritairement de femmes en passant. Oui. Pourquoi vous dites ça, là? Il manque des détails, là. Pour voir s'il y aura un lien, là. Téléphonez-nous. 2 clics d'enseignante. Oui, parce que ça va être intéressant. Basé sur quoi? C'est important de dénoncer qu'il y a fréquemment des tensions, voire des conflits entre femmes ou groupes de femmes est une chose. Basé sur quoi? Il est tout aussi important de comprendre ce qui est derrière les conflits que la dénonciation du conflit entre femmes. Parce qu'il n'y a pas seulement une raison, là. Non, c'est ça. Mais c'est pas tout à fait... C'est genré, les conflits, jusqu'à un certain point. Il y a des causes communes de conflits entre hommes qu'il y a entre femmes, mais il y a des causes différentes aussi, qui n'existent pas. C'est important afin de mieux se connaître, oui. C'est homme 40 ans. Oui. Il dit, j'ai toujours perdu mes emplois sans savoir vraiment pourquoi. Oui. Les employeurs avaient toujours des raisons bizarres. Je suis à mon compte depuis 5 ans et ça va très bien. J'ai finalement compris que je suis quelqu'un qui aime gérer. Fait que c'est quoi, ça dérangeait vos employeurs? Oui. C'est du genre boss de bécosse? Menaçant. Non. Il était, José, c'est très sérieux. Il y a des individus qui peuvent, sans parler, déstabiliser
un supérieur hiérarchique, par simplement la prestance qu'ils dégagent lorsqu'ils ouvrent la bouche, leur façon de marcher, leur façon de se positionner physiquement. Tout ça existe. Ça va jusque-là. Il y a des individus en poste d'autorité qui embauchent quelqu'un et se sentent mal à l'aise, se sentent tendus, se sentent menacés, entre guillemets, par le nouvel arrivant. Et, surprenamment, dans bien des cas, ils ont raison, parce que l'individu qu'ils viennent de recruter est supérieur à eux. Oui. Ça doit être dans le cas où c'est des cadres payés. Parce que quand tu es propriétaire de ton entreprise, il me semble que tu aimes ça t'entourer même de plus forts que toi. Là. Non. Inexact. Non, mais quand tu as ton entreprise, tu es entrepreneur puis tu fais ça pour avoir du cash. Ben, tu veux du monde plus fort que toi encore pour aller chercher plus de cash. Non, un gros pourcentage d'individus, qu'ils soient cadres ou propriétaires, aiment bien s'entourer de face brune, de lèche-cul. Oui, mais tu n'avances pas dans ce temps-là. Pas de nez brun, de face brune. Écoute... Quand tu es cadre, je peux comprendre que tu aies peur que cet employé-là prenne ta place. Oui. Mais quand tu es propriétaire, il ne peut pas prendre ton entreprise. Il va te rapporter plus. Non. Il y a des propriétaires qui aiment demeurer le boss, qui aiment donner des ordres. Ils vont rester une petite entreprise. Qui aiment être obéis. Non. Il y a le titre de propriété et il y a l'attitude autoritaire. Et c'est ce qui nous distingue, ou c'est ce qui distingue beaucoup les Allemands. Les Allemands sont un peuple supérieur dans leur façon d'interagir entre eux. Puis venez pas me traiter de nazi, là, ces niaiseries-là, là, on passera. Alors, le principe de collégialité est beaucoup plus répandu en Allemagne que dans à peu près n'importe quel pays au monde. Et moi, j'imagine que quand tu te connais, oui. Quand tu connais tes forces, tes faiblesses, puis que tu as une entreprise ou que tu as un département à gérer, ben tu t'organises pour avoir des gens qui comblent tes lacunes. Bon, ça, c'est l'attitude allemande. Alors, si vous lisez un peu sur ce qui est recommandé, ce qui est bon de faire, souhaitable en Allemagne, c'est que vous vous entourez de personnes qui comblent vos faiblesses. Ben oui, complémentaires. Complémentaires. Alors, c'est la gestion par complémentarité. Ici, au Québec, oublie ça, là, la gestion par complémentarité, il n'y a personne qui prône ça, là. Non, t'entourer de personnes qui vont combler tes lacunes. Ça va-tu avec regarde dans les équipes de hockey. sur la sexualité des Pardon? hommes? Ça va-tu? Y a-tu un lien avec la sexualité des hommes? Les hommes qui n'ont plus de relations sexuelles, puis qui ont peut-être été castrés. Fait que ces hommes-là, là, ils n'ont pas l'envergure de s'entourer de gens forts, de gens... Définitivement, il y a un lien avec l'éducation en bas âge. Fait qu'on a un problème vraiment sociétal, pas juste dans le lit, là. Oui, ça sort du lit, puis ça transparaît et transpire à l'extérieur du lit. Définitivement. On s'en va à Québec. On va parler avec Daniel. Bonjour, Daniel. Oui, bon matin à vous deux. Oui. Daniel. Qu'avez-vous vécu? Oui. Ben moi, j'ai travaillé à un moment donné pour Desjardins Sécurité Financière dans un centre d'appel pour vendre de l'assurance par téléphone. Oui. Et puis, tout d'un coup, écoutez, ça allait super bien. Là, ça faisait quand même près de 4 ans que j'étais là. J'étais quand même assez performant dans les 5 meilleurs vendeurs, tout ça. Puis, l'ambiance était numéro 1, je vous le dis, j'avais rarement connu ça. Sauf que, à un moment donné, changement de direction... Et la nouvelle gestionnaire qui arrive en place décide de nous calculer, de nous minuter le temps qu'on passe à la toilette. Ben là, franchement. Oui, je vous le dis, là. Parce que quand on n'était pas en ligne avec un client, ben on se déloguait, puis là, il y avait un code qu'il fallait marquer, mettons, toilette. Si t'allais aux toilettes, ça, tu marques toilette. Fait qu'on cliquait sur toilette, là, tu vas aux toilettes, tu reviens à ton poste, tout ça. Mais là, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des gens qui y allaient plus aux toilettes que d'autres, dont moi personnellement, parce que faisant de l'hypertension, je prends un diurétique
Et ça m'amène souvent à aller aux toilettes peut-être 2 à 3 fois plus qu'une autre personne qui en prend pas de diurétique. Donc, elle me passe au bureau, puis là, ben, c'est l'interrogatoire, ça finit plus. Fait que là, pour y fermer le clapet, savez-vous ce que j'ai fait? Non. J'ai été voir mon médecin. Il m'a fait un billet médical comme de quoi je prenais un diurétique puis j'avais besoin d'aller aux toilettes. Mais juste pour notre bénéfice, là. Ça pouvait représenter combien de temps dans votre journée, votre temps passé aux toilettes? Pardon? Ça pouvait représenter combien de temps, là, dans votre journée de travail, le temps passé aux toilettes? Écoutez, je sais pas, moi, mettons 15 minutes, 20 minutes, là, c'est ridicule, là. Mais ça avait fait quand même, c'est sûr que ça avait vraiment démotivé les troupes, je vous dis, parce que là, ça n'a pas de sens quand tu calcules le temps qu'un employé va aller à la salle de bain. Ça en est donc de l'autoritarisme, là. Écoutez, moi, je trouve qu'à un moment donné... Parlez-nous de la nouvelle. Que savez-vous? Qu'avez-vous observé? Parlez-nous d'elle un peu. La nouvelle de coordonnatrice? Oui, la nouvelle coordonnatrice. La nouvelle gestionnaire? Oui. Premièrement, c'était une femme qui arrivait d'un autre département complètement différent de celui qu'on était. Parce que nos anciens gestionnaires, c'était des gens qui avaient déjà fait notre travail de vendeur, comprenez-vous? Oui. Eux autres comprenaient c'était quoi ce travail-là parce qu'ils l'avaient fait. Ouais. Fait que, veux pas, il y avait de la reconnaissance au travail, il y avait quand même des... Tu sais, je veux dire, on était super bien coachés, mais quand elle est arrivée, elle a tout changé ça. Même la configuration du centre d'appel, elle l'a changé du tout au tout. Au lieu d'avoir tous nos genres de mini-cubicules, qu'on était quand même tranquille pour parler avec un client, ben là, on était tous cordés comme dans une grange, là. Puis là, c'est le bruit, tu sais, c'était vraiment des choses très, très, très... c'était pas le fun, là. C'était plus le fun de travailler là, tu sais. Puis là, elle avait quel âge? Elle était dans quel groupe d'âge? Cinquantaine. Cinquantaine. Oui. Et qu'est-il arrivé de la productivité? Ah, ça a baissé. Parce que là, ça a baissé, la productivité a baissé, les ventes ont baissé. Et puis là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur en reconfigurant notre étage de centre d'appel, qui avait coûté 500 000 $. Et en plus, nous autres, on était au deuxième. Au troisième étage, ils étaient censés le reconfigurer. Finalement, ils l'ont pas fait. Là, ils se sont rendus compte de leur erreur qu'ils avaient faite au deuxième. Donc, au troisième étage, ils ont dit non, on laisse ça comme ça parce que, écoutez... Et qu'est-il arrivé après le constat d'une baisse de productivité? Oui. Qu'est-il arrivé à la nouvelle gestionnaire? Écoutez, il n'y a rien arrivé à la nouvelle gestionnaire, malheureusement. Elle est restée en poste. Puis là, ça a été... c'était comme à nous autres de s'adapter à ce nouvel environnement-là. Sauf que là, c'est sûr que les pauses toilettes, ça a été un conflit qui s'était rendu au syndicat. Puis là, on a débattu, puis on a gagné la cause qui enlève cette chose-là. Mais tout le temps que la pause toilette a été mise en vigueur, c'est sûr que ça l'a diminué ça l'a en fait, les gens étaient moins productifs puis moins motivés, il y avait moins de reconnaissance. Ah oui, puis la reconnaissance avait complètement disparu parce que, je vous donne un exemple. Si, mettons, on avait connu un mois avec des bonnes ventes, les employés avaient droit, mettons, d'aller manger. Ils nous donnaient des coupons pour aller, mettons, manger dans un restaurant ou aller au cinéma, ou des petits cadeaux comme ça. Elle avait tout coupé ça en arrivant. Tout pour se faire aimer, hein? Oui, c'est exactement, tu sais, au lieu de dire, écoute, ces gens-là travaillent fort, mais elle pouvait pas comprendre notre travail parce qu'elle ne l'avait jamais fait. Donc, ça a été une erreur. Excellent. Parce que quand tu prends un gestionnaire... Message, Daniel. Belle mise en garde, beau message, intéressant. Merci beaucoup de votre clair, bien articulé. Bye, Daniel. C'est moi qui vous remercie, puis continuez votre beau travail. Merci. Merci. C'est clair. Oui, mais c'est dur à comprendre. C'était quoi son intérêt à elle? D'arriver, de tout chambouler, c'était le besoin de se faire obéir. L'autorité abusive. Il y a des personnes, dès que tu leur confies un poste hiérarchique, vont indubitablement en abuser. Il faut que je vous lise ça. J'ai juste de tomber là-dessus. Homme 39.
5 femmes se présentent en réunion afin d'exiger une politique vestimentaire à cause d'une femme de beauté supérieure dont elles dénigraient constamment avec des commentaires orduriers. Le conflit éternel devant la beauté d'une femme en contrôle de son corps versus des femmes en perte de contrôle alimentaire. Une politique fut rédigée. Hey, là, moi, je vous veux en ongle, là. Quel genre de politique? Faut que tu viennes travailler en pantalon, col roulé, lousse? J'aimerais vraiment avoir des détails, là. Ça se peut quasiment pas, là. C'est tellement bien articulé. Chers auditeurs, appelez-nous parce que ce problème-là est omniprésent en milieu de travail québécois. Non, mais je veux vraiment avoir des détails. Ça se peut pas. On dirait un vaudeville, là. Tu sais, j'imagine une scène dans une pièce de théâtre, là. Ouais. Tout à l'heure, j'ai été gentil, là. La dame de 50 ans, j'ai seulement demandé l'âge. Tu me suis? Tellement bien qu'on va aller à la pause tout de suite. Voilà, j'espère un jour là, que je vais avoir une plaque, la protectrice du Doc Mayou. On va à la pause et on revient tout de suite après avec vos histoires. Les circuits téléphoniques commencent à se remplir. Quelle sorte de conflit vous avez vécu en milieu de travail? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Femme 41 ans, je suis une très belle femme. La conjointe de mon ex-patron était jalouse de moi. Ouais. Elle s'est arrangée pour qu'on me reproche des choses que je ne faisais pas, afin que la direction me réprimande en pleine réunion. C'était invivable. Je suis partie. Ils ont dû en engager 2 pour me remplacer. Tableau Fréquent! qui n'est pas si rare que ça. Non, c'est pas si fréquent parce que avec la perte du contrôle alimentaire, il y en a plusieurs qui Vous voient l'avez aimé, ça? avec la perte de contrôle alimentaire, chers auditeurs, votre beauté peut s'effriter. Moi, je pense que N'est-ce c'est pas pas bien si rare que ça, parce que je me rappelle, je n'avais déjà parlé, là, j'ai même connu un homme que pour l'embauche, il engageait toujours la moins belle pour avoir la paix à la maison. Ben oui. On s'en va à Sherbrooke, on va parler avec Guy, bonjour. Bonjour. Guy, on vous écoute. Moi, il y a une couple d'années, assez longtemps. Premier divorce, je travaille pour essayer de rejoindre les 2 bouts. Oui. À un moment donné, je veux pas, j'ai planté, je me couchais le soir, j'étais fatigué, je me relevais le lendemain, j'étais autant fatigué. À un moment donné, j'ai fait une dépression. Oui. J'ai été 3 mois et demi arrêté. Puis quand je suis revenu, la première chose que mon boss me dit, « Hey, t'as-tu passé des bonnes vacances? » Puis après ça, ça a été l'eau puis le feu pendant 1 an, puis je suis parti. Ouais. Qu'est-ce qui, d'après vous, l'a courroucé, irrité à ce point? J'en ai aucune idée. Ben, c'est souvent ça. Les raisons sont souvent obscures. Comment se fait-il? Est-ce que vous étiez un bon employé lorsque vous êtes revenu au travail? Étiez-vous un bon Je veux employé? dire que j'étais beaucoup débrouillard, fait que les jobs sales, c'est moi qui les faisais. Oui. Puis, Si tel est le cas, pourquoi qu'il vous écœurait au quotidien ou fréquemment? je sais pas. Moi, j'ai tombé ses nerfs. Bon. Et il était le patron ou il était un superviseur? Mon superviseur. OK. Ah, OK. Il était superviseur. Mais se pourrait-il que lui aussi aurait aimé ça avoir un 3 mois, puis qu'il y avait une certaine... Lui, il rentrait à 5 heures le matin, puis il finissait à je sais pas quelle heure le soir, là. C'est un comment est-ce qu'il appelle ça, donc? Un travailleur alcoolique, là. Oui, un workaholic. Un workaholic. Oui. Il travaillait très fort. Mm. Mais pourquoi travaillait-il si fort, d'après vous? Je sais pas. Est-ce que sa conjointe était une personne adorable? C'est une femme qui travaillait dans les hôpitaux. Je l'ai jamais connue, sa femme, en fin de compte. Bon, vous savez rien, vous savez, ça c'est honnête. Vous le savez pas, C'est ça. vous le savez pas. Non, je sais pas. Est-ce qu'il avait des enfants? Oui. Est-ce que vous êtes au courant de ses relations avec ses enfants? Non, vraiment pas. OK. Fait qu'on ne sait pas grand-chose de l'homme. OK. Si ce n'est que il passait beaucoup de temps au travail, possibilité de frustration accumulée.
Parce qu'on ne sait pas pourquoi il travaillait tant. Est-ce qu'il gagnait un gros salaire? Probablement, mais je sais que ceux qui travaillaient pas autant que lui, il y avait moins de considération pour eux. Oui, c'est ça. Il valorisait. Ouais. Au niveau de la productivité, est-ce que vous étiez un individu, un employé productif? Je crois que oui. En tout cas, je faisais mon travail du mieux que je pouvais, puis ça devait être correct, parce que c'est moi qui pognais tous les jobs pas faciles à faire. Ouais. Bien, merci, Guy. Excellent. Merci. Beaucoup. Excellent. Il y a toutes sortes de motivations au mépris envers un subalterne ou un collègue ou un patron. Il y a toutes sortes de raisons. Il y en a un qui le vit là. Oui. Homme 31. Oui. Je suis un presto avec mon boss. Plein de petites niaiseries qui fait que j'en suis rendu là. Il travaille jamais de notre bord. J'ai l'impression qu'il travaille toujours sens contraire à nous, les employés. Il nous fournit des équipements de merde. Jamais content de ce qu'on lui donne. Aucune reconnaissance de ce qu'on lui donne, même quand on fait des semaines ou des mois records. Il marque extrêmement fâchant. En tout cas, je voulais dire extrêmement sûrement, là, mais c'est très fâchant. Ça, il y a des statistiques qui étaient déjà sorties que la reconnaissance, ça arrivait en première position versus le salaire, hein, pour aimer son travail. Ben oui. Et tu mentionnais tout à l'heure, ben oui, mais tout patron devrait être content lorsque ses employés atteignent un objectif record dans un mois. C'est pas le cas. Il y a des boss, il y a des patrons qui sont crétins. Ils ont une entreprise, ce n'est pas suite à leurs qualités humaines. Non. On va parler avec Paul-André maintenant, qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour. Oui, bonjour, de Trois-Rivières. Ah, OK, parfait, excellent. Paul-André. Oui. Moi, j'ai commencé à travailler à la Corporation de l'île Saint-Quentin. C'était une dame, Marilyn. On a eu un nouveau directeur qui s'appelait Yvan, que lui était un chef d'entreprise. Ça fait que quand il est arrivé là, il voulait changer tout de A à Z, qu'est-ce qu'on faisait de bien. Puis, là, tout ce qu'on avait fait depuis bien des années, il voulait nous mettre ça comme à l'eau. Ça fait que j'ai rentré le syndicat, parce qu'on n'avait pas de salaire à l'époque. On y a le salaire minimum à travailler. J'ai travaillé là pendant 12 ans, presque. Puis, par après. Êtes-vous là? Oui, on vous écoute. Oui, on est là. On vous écoute. Puis lui, il voulait qu'on enchaîne, là, comme si on travaillerait là, de sa construction, puis continuellement. On le faisait, oui, mais on le faisait avec cœur avant lui. Oui. Mais quand il nous a obligés à faire telle et telle affaire, on a diminué plus qu'à moitié, puis on a rentré le syndicat, puis les gens gonflent le dos. OK. De qui relevait Yvan? Yvan relevait de qui? Qui était le supérieur d'Yvan? Monsieur Yves Lévesque. C'était le maire direct. Il relevait du maire en ligne. Êtes-vous sûr de ça qu'il relevait du maire en ligne directe? Ben, en ligne directe, je ne sais pas, mais c'était du conseil d'administration, du conseil dans le secteur qui appartient à l'île Saint-Quentin. Oui, faites attention, parce que la corporation de l'île, étant une corporation, pourrait avoir un conseil d'administration, n'est-ce pas? Oui, mais que c'était tous des gens de la ville. Oui, je connaissais les gens, là. C'est intéressant. Alors, soyons toujours prudents pour ne pas blâmer quelqu'un qui n'est pas le responsable direct. Alors, vous prenez l'exemple d'Yvan, et Yvan avait des employés, dirigeait des personnes qui étaient au salaire minimum, avez-vous dit? Oui. OK, qui produisaient certains services. Et là, il s'est mis à les bosser comme si ces employés-là gagnaient gros salaire. Et vous savez, Yvan était peut-être animé de bonnes intentions, mais il était peut-être pas à bonne place, Yvan. N'est-ce pas? OK, c'est un service à la population, la corporation de l'île Saint-Quentin. C'est pas ABI qui produit tant de tonnes
d'aluminium par année, là. Merci, Paul-André. Non. Merci. Merci beaucoup. Merci de le dire. Mais écoutez, une sphère de service versus une sphère de biens manufacturés, c'est pas tout à fait la même chose. Hey, Doc, Puis Yvan manquait peut-être un peu de surveillance, Yvan. Ouais. C'était pas Yves Lévesque qui était son boss, là. C'est une corporation, ça, là. Ouais. Faire attention. Oui, Yves Lévesque, finalement, en haut de la pyramide, est responsable de beaucoup de choses. Maintenant, il n'y a pas qu'à de monde en bas qui font-ils leur rôle de surveillance. Ouais. On va aller à la pause. On vous parle tout de suite au retour. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. J'étais en train de lire un texto. Oui. Et malheureusement, c'est à cause du monde de même que des règles pas d'allure, des fois, je pense. Tu sais, tantôt, on parlait des règles par rapport au temps passé aux toilettes. Oui. Bien, on a homme 41 ans. Oui. Il dit 2 de mes employés ont été avertis par écrit pour des présences aux toilettes trop longues et répétées. 7 à 9 présences par jour pour un total allant jusqu'à 1 heure passée par jour aux toilettes. Oui. Tu sais, tu le payes pour 8 heures et en passe une là-dessus aux toilettes. Attends un petit peu, là. Monsieur, parlez-nous de la productivité et de l'efficacité de ces personnes-là. Bon, vous en avez 2, là. Peut-être qu'ils ont une maladie de Crohn, peut-être que, écoute, j'ai des patients, moi, là. Il y a du monde qui doivent aller aux toilettes beaucoup plus fréquemment. On en a eu un qui prend des diurétiques. Oui, mais c'était 15 minutes, c'était pas Oui. 1 heure, là. Bon. Maintenant, les 2 individus, parlez-nous de leur productivité. D'abord, laissez faire la pause toilette, là, puis parlez-nous de leur productivité. Y a-t-il un problème à ce niveau-là? Réécrivez-nous. Puis c'était quoi le poste qu'il faisait? C'était ta réception, puis tu n'étais pas là pendant 1 heure de temps. Ah, mais ça dépend du poste que tu occupes aussi, là. Tu t'en vas aux toilettes. Tu continues à réfléchir à un problème, sors des toilettes, t'as résolu le problème, tu t'en vas l'appliquer. Ah oui, on a 2 films. Imaginez-vous donc que les neurones continuent à fonctionner pendant que vous êtes assis sur le bol. Fait qu'on attend votre réponse. Maintenant, comme tu dis, si c'est une réceptionniste, elle n'est pas là. T'sais. Alors, oui, donnez-nous des... On va à Gatineau, Doc. On va parler avec Paul. Bonjour. Bonjour. Paul. Oui, bonjour. Moi, je travaillais pour une grosse compagnie dans un centre d'appel. Et à un moment donné, on a amené un nouveau 3e niveau qui est arrivé. Puis il nous a dit que dorénavant, il allait engager une compagnie externe pour traiter les comptes qu'on n'avait pas le temps de traiter. Donc, nous, on avait une clause qui disait que qu'ils ne pouvaient pas contracter nos jobs à l'extérieur. Mais là, il nous a dit que c'était pas nos jobs qui contractaient, mais le surplus qu'on n'avait pas le temps de prendre. Donc, moi, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que les comptes qui vont être traités par ces compagnies-là, est-ce qu'ils vont revenir dans notre load à nous autres? Puis il a dit oui. Bon, ben, je dis, dans ce cas-là, c'est notre ouvrage que tu contractes à l'extérieur, c'est pas des surplus, et tu peux pas faire ça. Et 3 mois après, il m'a répondu, sais-tu quoi? Il dit, tu as raison, Paul. Puis 3 mois après, il était parti, il était plus avec la compagnie. OK, c'était une erreur, oui. Il peut y avoir des erreurs commises par des supérieurs hiérarchiques. Et peut-être il avait été amené là pour faire la job de bras, pour nous convaincre. Wow. Mais lui a réalisé qu'il était juste un pion et qu'il est parti. Oui. Oui. Tout ça peut arriver, cher Paul. D'où l'importance d'être vigilant et de se demander qu'est-ce que vient faire, qui envoie un tel et qu'est-ce qu'il vient faire. Essayez de préciser autant que possible. Oui. Les motivations, les comportements. Oui. Oui. Et pour la productivité, là, moi, il était toujours sur mon dos que je prenais pas suffisamment d'appels. Et à un moment donné, j'ai dit à superviseur, j'ai dit, dans mon ratio, là, le revenu que je gère, où je me situe? Je suis en bas sur le nombre d'employés. Est-ce que je suis dans le bas de la liste ou je suis dans le haut? Elle dit, à peu près dans le milieu. Moi, j'ai dit, dans ce cas-là, c'est quoi ton problème? Si je rapporte autant de revenus que la majorité du monde, puis même si je prends plus de temps sur mes appels, ça règle rien. Ben, imagine-toi
si tu prenais plus d'appels, tu serais au top de la chose. Mais moi, c'est pas important d'être au top. Moi, je voulais prendre le temps d'écouter les clients puis de régler les problèmes des clients et je rapportais le même revenu que la majorité des autres employés. Tu sais. Excellent. Alors, il y a des références objectives dans certaines entreprises. Il suffit de s'exprimer puis de challenger des fois, puis on vient en bout de régler des problèmes. De le demander. Puis de le demander, parce que souvent, il y a des compilations, de plus en plus, il y a des compilations objectives qui permettent de sous-peser la productivité, de déterminer la productivité d'un employé par rapport à la moyenne de son groupe. Quelqu'un s'acharne sur vous alors que vous êtes dans la moyenne de votre groupe. Prétextant qu'une autre, avec une autre approche, une autre façon de faire, vous seriez meilleur. Un instant, là, d'abord, est-ce que ça vous intéresse d'être meilleur? Et si vous êtes meilleur, qu'est-ce qu'on vous offre en retour? Bon, ben, c'est parce que nous autres, on a commencé à mesurer, non pas sur le montant d'argent qu'on rapportait, qu'on revenait, mais sur le nombre d'appels qu'on prenait à l'heure. Non. Ouais, le nombre d'appels est une chose, l'argent qui rentre dans l'entreprise en est une autre. Ouais. Merci de le dire. Merci. On allume, Paul. De plus en plus, les citoyens sont informés. Alors, auparavant, on pouvait faire croire n'importe quoi et je pense qu'il y avait beaucoup plus d'abus d'autorité. Au travail, il y a moins d'abus d'autorité, je crois. Il y a une diminution. Ben maintenant, c'est les employés qui mènent. Si on recule de plusieurs années, là, les employeurs avaient le choix en masse parmi les employés. Tandis qu'aujourd'hui, c'est les employés qui ont le choix en masse de travail et d'employeurs. Fait que ça doit changer la façon de faire. Ça peut changer la dynamique, effectivement. Oui, le rapport de force est différent totalement. Est différent. Ouais. D'où l'importance du respect. La reconnaissance. Ouais. Ce mot honni pendant autant d'années au Québec. Oui. La reconnaissance. Soit dit en passant, autorité abusive. Oui. Chers parents, autorité abusive avec les tout-petits, c'est quoi? Tu sais, parfois, on peut parler de quelque chose, mais en filigrane, on peut s'interroger sur autre chose, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon. On s'en va à Louisville. On va parler avec Tommy. Bonjour. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui, Tommy. Oui. Moi, j'appelle, à fond, j'ai eu un conflit de travail avec un ancien patron, là, mon ancien directeur de production dans une usine à Louisville. Oui. Et vous m'entendez bien? Pas de problème? Très bien. Très bien. Parfait. Et dans le fond, la personne, moi, qui m'a engagé à cette entreprise-là, c'était un vieil employé qui avait fait à peu près tous les postes de production dans l'entreprise. Oui. Et j'ai travaillé 4 ans dans cette entreprise-là. Donc, les 2 premières années, je les ai passées avec lui comme directeur de production. Ça allait super bien. Il n'y avait personne qui se plaignait de son travail. Et il y a un nouveau qui est rentré, qui l'a formé, un plus jeune. Et ça a vite commencé à virer à la surveillance un petit peu abusive, surtout que la majeure partie des employés étant des vieux employés, que ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Qui faisaient leur production, qui avaient des bons taux de production, qui faisaient leur ouvrage. Et là, ça a commencé à sticker sur des fois des dépassements de 2 minutes où il allait, mettons, stander à 4 heures, parce que moi, je commençais le chiffre de soir à 4 heures jusqu'à minuit le soir. Puis lui, il allait se stander au roll punch 15 minutes avant pour être sûr que personne attende ou arrête comme de travailler malgré le fait que la production continuait pareil, même si les gars, mettons, se réunissaient au roll punch. Là, c'était tout le temps surveillé là, à tous les soirs. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui avant de quitter cet emploi-là. C'était quasiment une réunion, une rencontre pour des cossins, des bébelles. Tu sais, t'as étiré ta pause à 5 minutes là. J'ai dit, mon taux de production est à quoi? J'ai fait l'objectif de la soirée? Oui. T'as entendu le gars de nuit se plaindre que son poste de travail était pas nettoyé ou pas préparé? Non. Bon, j'ai dit le 5 minutes, je l'ai calculé, j'ai calculé le temps que j'arrive, qu'il manque rien, ça l'a roulé. Là, c'est peut-être tant ça, même que j'ai eu... Maintenant, Tommy, est-ce que cet individu-là, ce plus jeune, qui utilisait la surveillance, peut-être un peu excessive,
est-ce qu'il le relevait de quelqu'un? Et est-ce que ce quelqu'un-là le surveillait? Ou s'il avait carte blanche? Je dirais que lui, de son côté, il avait presque carte blanche. Ouais, c'est le danger de beaucoup d'individus en poste de pouvoir qui se font donner ou qui ont quasi carte blanche. Parce que beaucoup d'abus peuvent en résulter. Ouais. Alors, s'il a le droit de vous surveiller à ce point, on espère et on est presque en droit d'exiger que lui aussi soit surveillé dans ses façons de faire. Autrement, il nuit à l'entreprise. Mais là, vous êtes parti, là, si je comprends bien, ou... Oui, je suis parti. Ça fait un an de ça. Et pour mon grand bonheur, c'était même, je suis parti de là avec une menace de sa part. Ben oui. Sans en faire... Donnez pas trop de détails, mais l'idée derrière ça, c'est que de donner carte blanche à un individu, parfois, peut ouvrir la porte à des abus. Merci, Tommy. Merci, Tommy, de le dire. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je veux bien que vous exerciez une surveillance abusive, mais en autant que vous êtes surveillé. Parce qu'autrement, là, il y a quelque chose qui manque, là. Parce que des têtes folles, il y en a à tous les niveaux. Moi, je serais pas capable d'être guetté de même. Mais oui, je sais bien. Pourquoi tu penses que... Je serais incapable. Je fais la recommandation que je fais. C'est nuisible, José. Être guetté d'aller aux toilettes, être guetté. Il y en a une, elle s'est fait avertir parce qu'elle riait trop fort, parce qu'elle écoute la radio avec des écouteurs pendant qu'elle travaille. Ben oui. Il y a des... C'est de l'autorité abusive. Oui. Quand t'es rendu à guetter des adultes, moi, je me dirais, il fait ça à job. Tu sais, comme vous dites, là, il fait ça à job, oui ou non? Il remplit tout son mandat, oui ou non? S'il le fait pas, tu te changes d'employé au pire. Tu sais, mais arrête de les infantiliser. Oui. Et que le guetteux soit guetté. Il y a des entreprises qui engagent quelqu'un, il y a carte blanche. Mais oui, mais s'il abuse et fait baisser la productivité des employés, chers employeurs, allumez. On s'arrête, on va à la pause, on continue. C'est un sujet, je pense, qui touche beaucoup de gens parce qu'on a beaucoup d'appels, beaucoup de textos. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu comme conflit au travail? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il y en a, je sais pas comment ils ont fait, Doc. Et on vient de recevoir un courriel, là. Oui. J'ai trouvé ça drôle. Objet du courriel, c'est « guetteur au travail ». Ouais. J'étais secrétaire dans une clinique médicale. On m'a déjà avisé de mettre ma chaise à une telle hauteur, les appuis-coudes de telle hauteur, alors que je ne les utilisais pas. On m'a écœuré jusqu'à ce que je quitte l'emploi pour retourner aux études. De plus, lorsqu'on quitte, on n'a pas le droit à l'assurance-emploi, où on est enquêté par le chômage, mais pas l'employeur. Fait que c'est ça qui est dommage dans cette situation-là. Il y a toutes sortes de situations qui se passent, y compris écœurer des employés pour que les employés quittent. Il y a toutes sortes de malversations. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de chômage. Fait que la personne, des fois, on se demande pourquoi il endure des emplois qu'il n'aime pas. C'est financièrement. Si tu quittes, tu n'as pas de chômage. Faut que tu aies été congédié pour avoir accès au chômage. Ouais. Mais dans ce temps-là, tu cherches d'autres emplois. Tu t'organises pour aller travailler ailleurs. On va parler avec Guillaume qui nous appelle de Bécancour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Guillaume. Ça va bien? On vous écoute. Écoute, moi, pour répondre à votre question, oui, j'ai déjà laissé mon emploi suite à un conflit de travail, puis ça m'a même fait changer de carrière. Pour expliquer ça, moi, je travaillais dans le domaine de l'alimentation, comme boucher. Oui. Puis j'avais remplacé, en fait, j'étais assistant, puis ma patronne était partie en vacances pour 2 semaines. Oui. Puis moi, j'ai tout le temps aimé ça, travailler en équipe, puis j'avais les gars avec qui je travaillais, ça fonctionnait super bien, puis suite à son retour de vacances, on était comme en inventaire, puis j'avais sorti des meilleurs chiffres, des meilleures marges qu'elle sortait. Oui. Puis ça n'a pas fait l'affaire. Ben oui, c'est le cri. Guillaume, on la comprend, vous l'avez fait mal paraître. Là, je sais bien, mais... Ben oui, vous avez démontré que vous étiez plus efficace, plus productif et probablement plus efficace qu'elle. Ouais. Mais tu sais, moi, c'était pas mon but. Moi, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Puis, écoutez, M. Mayou, moi, à chaque fois que, mettons, là, dans les périodes de rush, j'avais besoin de plus de main-d'œuvre, je demandais à mes collègues, « Hey, ça te tente-tu de rester une petite heure de plus? » « Hey, pas de problème, Guillaume, ça me fait plaisir. » Mais quand elle le demandait, par exemple, c'était « Non, moi, je veux rien savoir. »
On a eu une rencontre avec le directeur pour expliquer la situation. Guillaume, dans le domaine des bouchers, disons que c'est une profession très, très, très masculine. Il y a quelques femmes qui peuvent être bonnes, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et d'après votre appréciation, comment réagissaient vos collègues bouchers aux demandes d'une femme? Ben, moi, je pense que ça dépendait de la manière que c'était dit. Écoutez, elle était capable de garrocher des cabarets puis de se sacrer après le monde. Puis écoute, elle avait aucun maudit bon sens, là. OK. Ça te tente c'est pas des farces que je pour, vous dis là. OK. Tu sais, travailler... J'ai fait 12 ans d'expérience, puis je gagnais encore 15 piastres de l'heure. Guillaume, je me reprends. Oui. À demande égale, à demande formulée de la même façon, vous demandez et elle ou une femme demande. Est-ce que les gars réagissent de la même façon? Les bouchers réagissent de la même façon? Ouais. C'est pas fin, mais non, pas de la même façon. En tout cas, je suis contente que vous ayez répondu oui tout de suite parce que, d'après moi, Doc Mayou l'aurait reformulé 8 fois pour que vous répondiez ça. Ouais. José, non, mais... Guillaume, je connais le domaine de la boucherie. Puis moi, je vous connais. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume, de votre appel. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Tu sais, on peut reformuler, là. Vous avez une femme, elle est excellente comme bouchère, elle est magnifique en plus, elle vous demande des heures supplémentaires, allez-vous plus accepter que c'est un homme pas fin? Tu sais, on peut faire jouer de toutes sortes de façons, là, pour avoir votre réponse que vous voulez, là. José, il en demeure pas moins qu'il y a un pourcentage d'hommes qui tolèrent mal les demandes, les consignes et les ordres de femmes. Ben, c'est un pourcentage. Moi, je pense je le connais pas. Que ça va avec la compétence et le respect. Il y a peut-être des femmes qui ne sont pas à leur place. Et malheureusement, elles font passer les hommes comme quoi qu'ils n'aiment pas recevoir des ordres des femmes. Une femme compétente, respectueuse, d'après moi, elle devrait bien s'en tirer. Selon moi. Vous vous abstenez de commentaires? On va parler avec Fernand de Gatineau. Bonjour. Allô, oui, Fernand? Bonjour. Oui, on vous bonjour. écoute. Oui. Alors, moi, j'ai travaillé pour à Dorval pour une compagnie d'aviation. Oui. Alors, là, ensuite, quand je suis rentré là, ben c'était suite à une réduction de production où je travaillais. On produisait 78 camions par jour, on descendait à 25. Oui. Fait que j'ai dit à ma femme, je vais perdre mon emploi. Je vais appeler une personne des ressources humaines de cette compagnie-là d'aviation. Puis, on m'a offert le poste. Puis, j'ai réussi à négocier mon salaire assez bien. Oui. Parce que je travaillais déjà, c'était facile pour moi. Oui. Puis là, j'arrive au travail, mon patron, la première fois qu'il me voit, il dit « Ouais, t'as bien négocié ton salaire? » Ouf, j'ai dit « Non, là, ça part mal. » Puis à toutes les 3 semaines, il me parlait de mon salaire. Non, attendez un peu. Votre patron, c'est votre superviseur. Vous n'aviez pas négocié mon superviseur, parce que moi, j'étais superviseur de production. C'était mon superviseur à moi. Moi, j'étais superviseur d'employés chez cette compagnie-là. Là, on comprend. Et votre superviseur n'a pas apprécié votre négociation salariale avec quelqu'un d'autre que lui. Je connaissais. Oui. Oui, que lui, des ressources humaines. Oui. Puis il m'avait dit, parle-en pas à tes collègues de travail parce qu'ils gagnent moins que toi. Oui. Fait que là, ça va, OK. Oui. Fait que là, en plus, il m'avait donné un département que fallait que je m'occupe des 3 quarts de travail. Donc, là, je rentre pour voir le chiffre de nuit puis le chiffre d'après-midi. Oui. Fait qu'après 6 mois, je travaillais énormément d'heures. Puis en plus, j'avais le droit de charger l'overtime. Oui. Ça le tuait au nain. Eh boy! Et là, on parle... Puis là, oui, on parle d'un salaire de combien à peu près après 6 mois, là? Ben, j'avais négocié à l'entrée 75 000. Puis après ça, ben, avec mon overtime, je faisais proche de 90 000. Intéressant. Et lui, votre superviseur, gagnait combien par année? Je ne sais pas, mais il avait un bac universitaire. Puis je veux dire, mais le prof, tu sais, ça rentre un autre débat, il était pas grand, hein? Puis il était pas trop joli. Fait que, en partant, je ne sais pas pourquoi, là. Fait que j'ai eu des mauvaises expériences avec les patrons. Mais ça a tourné comment? Oui, avec votre superviseur. Ah, oui, OK. Oui, OK. Fait que là, à un moment donné, il nous demande de surveiller un employé parce qu'il va à la cafétéria. Oui. OK? On passe chacun notre tour, on l'attrape à voler. Puis là, ben après ça, il fait une réunion avec tous les superviseurs de plancher comme moi, puis il dit, qu'est-ce qu'on fait avec cet employé-là? Heureusement, il me posait la question le dernier. Fait que les autres disaient tout, on va le mettre à la porte. Puis là, c'était un employé syndiqué. Puis moi, en dernier, j'ai dit, ben écoute, c'est pas nous autres qui décident,
c'est les ressources humaines qui vont décider ça. Puis j'ai dit, si vous voulez aller contre le syndicat, ils vont nous rendre la vie misérable. Fait que c'était un cas de ressources humaines. Puis j'ai dit, on ne devrait pas de faire ça. Notre job est fait, on l'a attrapé, maintenant on donne ça aux ressources humaines. Brillant. Puis, OK, fait que là, j'arrive, puis là, mon patron, il dit, après-midi, il y a quelqu'un qui vient nous voir pour les ressources humaines, pour nous conseiller. Oui. Il a répété mot pour mot ce que j'avais dit le matin dans la réunion. Oui. Fait que après ça, il voulait que j'aille voir les employés de lui, parce que je m'occupais des employés de lui aussi. Ça a fini comment, Fernand? Vous avez été combien d'années là au travail? Juste 8 mois. Après 8 mois, je disais à ma femme, il est en train d'avoir ma peau. Oui. Et là, nous, c'est ici que ça se termine. Vous avez eu notre peau, Fernand. Merci, Benjamin. Merci, Doc Mailloux. Merci à vous, les auditeurs, de votre participation. Déjà demain, vendredi, hein? Oh! Ça va vite, ça va vite. À demain. Oui. Bye. Doc Mailloux et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mailloux et José. Au réseau Cogeco.